Bonjour à tous. C'est bon, tout le monde m'entend? Tout va bien. Bon, j'ai l'impression que ça va. Enchanté. Bienvenue à tous pour cette journée dynamique Startup et projet quantique, co-organisée par le pôle systématique, TerraTech et NAFEMS, avec le soutien de la région Île-de-France. Donc tout d'abord, on voulait remercier l'ENSTA de nous accueillir dans leurs locaux pour cette journée. Voilà, merci beaucoup. Et moi je m'appelle Sabine Maire, je travaille au GENSI, le grand équipement national de calcul intensif, et je m'occupe de l'animation de cette journée avec le soutien d'Esther et d'Emmanuel. Voilà, donc bienvenue à tous, et je vais céder la parole à donc nos organisateurs pour le mot d'accueil. Donc Sylvain Ferrari, directeur adjoint à l'ENSTA Paris, qui nous rejoint à distance. Jean-Luc Bella, président du pôle systématique, Paris Région. Christian Saguez de TerraTech. Et François Large, qui est donc gérant à NAFEMS. Voilà, je vous en prie. Peut-être on va commencer par Sylvain à distance. Oui, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Non, pas très très bien. Alors je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Est-ce que ça va mieux? Attendez, on augmente juste le volume. Voilà, est-ce que ça va un petit peu mieux? Oui. Donc bonjour à toutes et à tous. Désolé pour avoir imposé aux organisateurs et aux organisatrices cette première introduction à distance, mais étant positif au Covid, je n'ai préféré pas venir sur le campus aujourd'hui pour ne pas continuer à diffuser le virus. Donc en tout cas, je remercie le pôle systématique, TerraTech et NAFEMS de nous avoir proposé d'héberger cet événement, puisque le quantique est un sujet qui est au cœur des préoccupations de l'Institut Polytechnique de Paris, et plus particulièrement d'ENSTA Paris. Donc vous êtes aujourd'hui dans une école d'ingénieurs, donc avec un lieu de formation. Donc si vous avez croisé des élèves d'ENSTA Paris dans les couloirs, 100% des élèves ont été formés au quantique, puisque nous faisons partie des quelques écoles d'ingénieurs en France qui ont dans leur tronc commun un cours obligatoire de physique quantique, qui est assuré par Davide Boschetto, avec lequel nous présenterons un projet du quantum un petit peu plus tard dans la matinée. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement fort pour ENSTA Paris, mais également pour l'Institut Polytechnique de Paris. Il y a également des options sur le quantique à Télécom Paris, qui était la première école d'ingénieurs à avoir intégré une spécialisation dans le domaine quantique en France, et bien évidemment à l'école Polytechnique, sachant que cette formation, elle débute en cycle ingénieur, elle se poursuit au niveau master, et bien évidemment avec des doctorants dans nos laboratoires qui travaillent sur les technologies quantiques. Donc ça, c'est le premier volet qui est sur la formation. Au niveau de la recherche, comme vous le savez, on a structuré l'ensemble des forces académiques du campus de Paris-Saclay il y a 3 ans dans le centre Quantum Saclay, donc qui rassemble l'Université Paris-Saclay, l'Institut Polytechnique de Paris, ainsi que tous les organismes nationaux de recherche qui sont présents sur le plateau, le CNRS, le CEA, l'ONERA, l'INRIA. Donc ça, c'est une dynamique qui est extrêmement forte, et on a une communauté scientifique qui est extrêmement dynamique pour développer le sujet du quantique, que ce soit sur le volet physique, informatique, optimisation ou matériaux quantiques. Le dernier pilier d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, c'est également l'innovation. Donc on a un écosystème qui est extrêmement riche au niveau de l'Institut Polytechnique de Paris, avec 3 incubateurs. On a un système de prématuration avec plus d'1 million d'euros qui sont attribués chaque année pour soutenir des projets de deep tech, et puis on est actionnaire de la SAD Paris-Saclay qui accompagne les enseignants-chercheurs, les étudiants et parfois des alumni pour porter des projets innovants avec un focus qui est très axé sur la deep tech, donc avec un processus de maturation, avec comme objectif soit de créer des startups, soit de céder des licences sur les technologies qui sont développées dans le laboratoire, et pour bénéficier à des grands groupes, des PME, des ETI qui travaillent dans des domaines deep tech, et notamment dans le domaine du quantique. Donc ça, c'est ce que nous faisons déjà aujourd'hui, et nous nous sommes mobilisés donc dès le lancement du PEA4 et de France 2030 dans le domaine du quantique.
Donc premièrement, à travers l'appel à projet Excellence. Donc au niveau de l'Institut Polytechnique de Paris, on a obtenu 28 millions d'euros donc du programme Excellence, avec comme principal objectif d'accélérer le développement de nos activités de recherche dans un certain nombre de domaines prioritaires. Donc il y a 5 domaines prioritaires qui ont été identifiés, et donc le quantique en fait partie. Donc à la fois sur le volet matériaux quantiques, et le deuxième pilier dans le domaine de l'informatique quantique. Donc ces financements qu'on a obtenus vont nous permettre de recruter de nouveaux enseignants-chercheurs qui vont travailler dans les différentes dimensions du quantique, de recruter des doctorants et de financer un certain nombre d'actions de recherche. Au niveau de la formation, ENSTA Paris, l'Institut Polytechnique de Paris et l'Université Paris-Saclay ont rejoint leurs forces à travers le centre Quantum Saclay, et donc sont membres du consortium Quant-Edu-France, qui a été lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt compétences et métiers d'avenir sur le quantique. Donc ça, c'est un consortium national qui rassemble plus de 19 universités. Il y a 3 grands centres, donc Paris-Centre, Paris-Saclay et Grenoble. Et donc, on a obtenu des financements pour développer la formation par la recherche, donc notamment pour obtenir plus de bourses de thèse et former plus de docteurs dans les différents domaines du quantique, mais également pour lancer de nouvelles initiatives dans le domaine de la formation initiale et de la formation continue. Mais le volet Executive Education sera un volet que nous aborderons avec David Boschetto à 12h30 quand nous présenterons le projet du Quantum. En tout cas, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui virtuellement à l'ENSTA, et je vais passer la parole au véritable organisateur de cet événement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour à... Faut que je mette où? Ici, c'est ça? Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Jean-Luc Bella, le président du pôle systématique Paris Région. Le pôle, c'est en fait un animateur d'écosystème. Esther qui... donc on est très heureux de co-organiser cet événement avec TerraTech, NAFEMS et puis bien sûr l'ENSTA. Donc on fait assez bien les choses en fait en termes de programmation des événements, puisque on avait calé ça la semaine de la remise des prix Nobel. On savait d'avance qu'Alain Aspect aurait le prix Nobel et on se dit bon, il sera pas là, mais voilà, c'est la bonne semaine pour faire ça. Mais je voulais quand même faire un petit clin d'œil à Alain, qui est quand même un peu le papa de beaucoup de choses dont on va discuter ici. Et c'est aussi le symbole de ce qu'est un écosystème, c'est-à-dire que voilà, il y a un travail amont dans les sphères académiques, il y a, je dirais, un certain nombre de chercheurs, de doctorants qui sortent de ces laboratoires, il y a les interactions avec des grands groupes, il y a des startups qui naissent, et le quantique a été une pépinière assez impressionnante. On va le voir aujourd'hui toute la journée. Et donc, cette animation-là, c'est vraiment le métier du pôle systématique. Alors, dans les années 90, au moment de ce qu'on appelait l'hiver de l'intelligence artificielle, où on questionnait les chercheurs de l'intelligence artificielle en disant vous essayez de résoudre des problèmes qu'on n'a pas. C'était un peu ce qu'on leur reprochait à l'époque. Alors depuis, ça a été contredit. Et c'est un peu la question qu'on pourrait avoir sur le quantique, en se disant voilà, technologiquement, on a beaucoup de choses à faire, mais quels problèmes on va résoudre, etc. Et ce que je peux partager avec vous, c'est qu'en fait, finalement, le quantique, quand on regarde, c'est la capacité de résoudre des problématiques qui sont exponentielles, dont on sait pas, on n'a pas les outils aujourd'hui. Et ces problématiques vont vite venir, puisqu'en fait, on le voit dans toutes les activités du pôle systématique, on va vraiment... même pas dans une échelle très lointaine, hein, entre 5 et 10 ans, être capable d'avoir une duplication du monde physique dans le monde digital en temps réel, et donc ouvrir la porte à des applications dont on n'a pas encore toute la vue aujourd'hui, et qui sont très structurantes pour transformer toutes les industries et les services. C'est pourquoi, personnellement, moi je crois beaucoup, même si je sais que d'un point de vue engineering, go-to-market, comme on dit, etc., il y a encore du chemin à faire, et beaucoup de chemin à faire dans cette technologie, mais je crois beaucoup dans son potentiel pour impacter justement ces nouvelles industries et services qui vont émerger dans une échelle de temps qui n'est pas si lointaine, 10 ans, c'est pas si lointain. Les démonstrations de l'intrication, c'était il y a 40 ans de mémoire d'Alain Aspect. Voilà, on voit le chemin, et là on va voir la réalité, le besoin vraiment. Donc cet investissement
sur ces technologies, cette accélération qu'on voit avec l'émergence d'entreprises, avec des fonds qui sont multipliés, des actions, ça a été rappelé, qui sont multipliées, va porter ses fruits. C'est un sujet qui est traité dans beaucoup de pays. Mais pour connaître un peu à l'échelle du monde les investissements, ce qui se passe en France, je dirais pas ça sur tous les sujets, mais sur le quantique, ça a quand même de la gueule et ça peut prendre vraiment un vrai sens dans le futur. Donc voilà, je vais pas être plus long puisqu'on a très peu de temps, mais très heureux que le pôle systématique, qui d'ailleurs investit sur ces sujets-là depuis pratiquement sa naissance, soit au cœur de ça. Et d'ailleurs, on va démarrer la nouvelle phase des pôles de compétitivité dès janvier 2023. Et voilà, ces sujets-là seront au cœur de nos problématiques, mais Philippe Duluc, qui interviendra après que moi, en donnera plus de détails. Merci à vous et très heureux de lancer cette journée. Merci beaucoup. Merci. Donc, j'enchaîne. Donc, je suis Christian Saguet, président d'honneur de TerraTech. Donc, tout d'abord, j'excuse Daniel Verwert, qui a été convoqué par les hautes autorités de notre pays, et donc, dans ces cas-là, on ne refuse pas, et donc, il s'excuse de ne pas être avec vous aujourd'hui. Bon, moi aussi, comme Jean-Luc, je me réjouis de pouvoir monter ce séminaire en partenariat avec Systématique, un partenariat qui existe depuis la création de nos deux organismes, donc un partenariat de longue date et qui fonctionne bien, et puis aussi avec NAFEMS, avec qui on a un partenariat étroit, et on sort d'un superbe congrès NAFEMS France qui s'est très bien passé autour largement des aspects mécaniques, mais où on a aussi parlé de quantique et de HPC. Donc je pense que c'est un partenariat important, et donc je suis ravi de pouvoir monter cette journée avec Systématique et NAFEMS. Bon, la thématique du quantique, comme l'a redit Jean-Luc, a mis en évidence autour d'une technologie de rupture. C'est une technologie dont on ne connaît pas encore tous les tenants et les aboutissants, le rôle majeur des startups. Les startups, c'est tout de même à l'origine de beaucoup d'innovations. C'est à l'origine d'une dynamique importante, et je crois que là, c'est très important. C'est pour ça qu'on a voulu faire cette journée autour des startups. Mais ces startups, comme vous le verrez, travaillent en partenariat avec les grands utilisateurs, porteurs des grands usages, parce que le quantique, c'est bien, c'est une technologie, mais il faut aussi savoir à quoi ça sert et trouver les bons créneaux d'utilisation de cette nouvelle technologie. Et donc, cette association start-up et grands utilisateurs, c'est vraiment l'objet fondamental des travaux de TerraTech, et je suis ravi qu'on puisse en voir un certain nombre d'exemples aujourd'hui. Montrer les technologies, c'est trop fort? Bon, c'est parce que je parle fort, voilà. Donc je vais mettre le micro plus loin. Maîtriser les technologies, développer les usages et assurer la formation et la promotion de ces technologies sont des actions tout à fait essentielles pour développer sur cet écosystème dont parlait Jean-Luc, un écosystème porteur de création de valeur et d'emploi. C'est une stratégie que porte largement TerraTech en partenariat avec tous ces grands partenaires, dont Systématique, NAFEMS. Et donc, je suis très heureux qu'on monte cette journée. Je vous souhaite et j'espère qu'on aura beaucoup de débats, parce qu'une journée sont des exposés, mais c'est aussi beaucoup de mise en contact, beaucoup de débats, beaucoup de relations. Et merci à l'ENSTA de nous avoir permis d'organiser cette journée. Je vous souhaite un bon séminaire. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir ici à l'ENSTA. Pôle Systématique et TerraTech sont des partenaires, comme vous l'avez vu. Donc NAFEMS, c'est une organisation indépendante mondiale qui rassemble utilisateurs et chercheurs dans le domaine de la simulation numérique. Donc comme tu l'as dit, on a rassemblé 300 personnes il y a 15 jours sur plein de domaines différents, et en particulier la HPC que vous avez animée.
Donc on est toujours au fait de toutes les nouveautés et toutes les recherches qui peuvent avoir lieu sur la simulation numérique. J'en profite pour dire que pour les startups, on a des accès à la base de données NAFEMS via des groupes de travail mondiaux, qui permettent à ces jeunes entreprises d'accéder à toutes les données de NAFEM sur tous les domaines, et en particulier sur les domaines de l'HPC. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Jean-Marc Crépel, qui avec moi a participé et a animé la conférence NAFEMS il y a 15 jours, est avec moi aujourd'hui, et on est très très intéressé par toutes vos présentations. Bon séminaire à tous. Merci beaucoup. Merci donc aux co-organisateurs pour cette journée. Je vais passer maintenant la parole à Philippe Duluc, qui est donc président du Hub Digital Engineering du pôle systématique, qui va nous parler un petit peu plus des travaux du pôle. Merci. Merci, chère Sabine. Ok. D'abord, je suis ravi d'être ici parmi vous, devant l'écosystème, du quantique en particulier sur l'Île-de-France, que rassemble le pôle systématique. Je vais passer quelques instants pour faire un peu d'histoire. Dans notre hub, qui est le Hub Digital Engineering, historiquement, à la naissance du pôle systématique, on a surtout commencé par le HPC. C'était vraiment le segment leader sur lequel on a énormément travaillé, venu se greffer très rapidement les usages. On a parlé de simulation, d'ingénierie système. Mais le HPC, depuis naissance du pôle, c'est 2007, c'est ça, la phase 1. Le HPC, avec de grands succès, on le sait, on peut en être fiers légitimement tous ensemble. Récemment, au dernier top 500, c'est-à-dire les 500 supercalculateurs les plus puissants du monde, dans le dernier top 500, on a placé, la France a placé, avec Atos, mais avec tout l'écosystème, 43 machines, c'est le record. Jamais on a eu autant de machines dans le top 500. Et on a notamment le numéro 4 mondial, l'ordinateur Leonardo du centre HPC italien Chinequa, qui est numéro 4 mondial. C'est aussi un record, donc on peut être très fier de cela. Et ça, il faut remercier évidemment, ce sont des ordinateurs conçus et construits par Atos en France, mais il faut bien entendu associer le CEA, Teratech, le pôle systématique. Il y a vraiment tout un écosystème autour du HPC. Et le quantique. Pourquoi le quantique? C'est apparu lorsqu'on a mis en place ce qu'on appelle la phase 4 des pôles, qui a commencé en 2019. On a décidé d'introduire le quantique. Pour quelle raison? C'est que l'analyse que l'on fait globalement sur le HPC, sur les besoins en puissance de calcul de nos utilisateurs, qu'on connaît très très bien, c'est que la loi de Moore est en train de ralentir. On a de plus en plus de difficultés à faire des composants qui soient extrêmement performants et qui permettent de garantir à l'utilisateur un doublement de puissance tous les 18 mois. C'est de plus en plus difficile parce qu'on arrive aux limites atomiques des chips. Et donc cette loi de Moore ralentit, alors que nos utilisateurs ont toujours besoin de toujours plus de puissance pour faire plus de simulations, pour être plus performants, etc. Ils se sont habitués à la loi de Moore. Donc on cherche partout des moyens d'accélérer les calculs. Et il nous a paru très tôt, chez Atos c'était en 2016, que le calcul quantique pouvait être effectivement cette issue qui nous était donnée d'accélérer les calculs malgré le ralentissement de la loi de Moore. Donc on s'est lancé vers le quantique pour cette raison, et ça a été partagé par tout l'écosystème, et avec Jean-Luc, dans la phase 4, où on a décidé d'ajouter un volet quantique dans notre organisation. Alors ce volet quantique a été, et c'est tout à fait logique, a été inséré en déclinaison du HPC, puisque finalement, on considère que le calcul quantique, c'est une accélération du HPC, comme les GPU sont une accélération du HPC pour faire de l'IA, etc. Donc le calcul quantique, naturellement, est venu rejoindre le Hub Digital Engineering. Là-dessus, il faut préciser les choses. C'est que le quantique, les technologies quantiques, c'est beaucoup plus que ça. Vous connaissez bien le plan national quantique,
il n'adresse pas que le calcul quantique. Les technologies quantiques sont utilisées aussi pour les capteurs, sont utilisées également pour les réseaux quantiques, sont utilisées en cryptographie. On a de la cryptographie quantique, on a même de la cryptographie post-quantique. Ce n'est pas du quantique, mais ça doit bien connaître le quantique parce que ça doit résister au quantique. Et je voulais simplement souligner que le quantique était beaucoup plus large au sein du pôle systématique, puisqu'il intéresse d'autres hubs que le hub Digital Engineering. Donc on a évidemment un hub qui est venu se rajouter récemment, qui est le hub optique photonique. Et on sait que l'optique photonique, c'est une technologie très importante pour le calcul quantique. Donc il y a effectivement des membres d'optique photonique qui sont sur le calcul quantique, d'ailleurs qui travaillent avec Digital Engineering, je pense à Candela, mais il y en a d'autres. On a également ce volet sécurité dont je parlais, donc ça intéresse évidemment le hub cyber et sécurité, avec la cryptographie post-quantique et la cryptographie quantique. Et ça intéresse également l'IoT, puisqu'on a des use cases quantiques dans l'IoT. Donc il y a notamment un projet qui est suivi par ce hub. J'en profite en passant pour dire qu'on est à l'aube de la phase 5. Hein, on est très optimiste, Jean-Luc, sur l'évolution sur 2023 des pôles systématiques. Et à l'occasion de ce changement, donc je le révèle un petit peu en une première, donc on va changer le nom Digital Engineering et on va appeler ça plutôt Advanced Engineering and Computing. C'est-à-dire on va avoir une dimension calcul qui va être introduite plus fortement dans le hub Digital Engineering. Alors sinon, on a travaillé sur la roadmap quantique en 4 ans, depuis 2019 où on a commencé à travailler sur le calcul quantique au sein du hub. On a vu se constituer un écosystème extraordinaire, très riche. On ne voit pas très bien, mais vous les connaissez, la plupart d'entre eux sont dans la salle. Donc un écosystème très riche de start-up, de labos, de grands groupes sur les différents volets du calcul quantique. Donc une très forte richesse de l'Île-de-France notamment. Il y a bien entendu des start-up dans d'autres régions. Je pense à la région de Grenoble, avec une start-up qui vient d'être créée, avec Maud Vinet sur les qubits silicium. Mais il y a d'autres régions très actives en quantique en France. Il y a Bordeaux, il y a Lyon, il y a Toulouse. Mais la plus riche est sans aucun doute la région Île-de-France. Donc vous voyez, on n'arrive pas à distinguer les différents noms, mais il y a une grande diversité aussi bien en calcul quantique qu'en technologie habilitante, ainsi que sur les autres volets de la technologie quantique. On a finalisé une roadmap qui est accessible sur Internet. Et je remercie toutes les startups qui ont participé et tous les groupes qui ont participé à l'élaboration de cette roadmap, dans laquelle on aborde plus précisément le calcul quantique avec les différents paradigmes de calcul, les architectures de calcul à porte, à qubit logique, les systèmes de calcul à porte, à qubit physique, c'est-à-dire qui peuvent fonctionner avec des qubits qui sont bruités. Mais on a également des sujets de simulation quantique, on s'intéresse également recuit quantique, etc. Donc on aborde vraiment toutes les technologies du calcul dans notre feuille de route. Et enfin, pour finir, parce que c'est vraiment le sujet aujourd'hui, et j'en suis vraiment très heureux, c'est ce qu'on a proposé de faire avec Jean-Luc, avec TerraTech, NAFEM, c'est de passer en revue un peu tous les projets qui ont été accompagnés par le pôle et par TerraTech dans ces dernières années. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de projets qui ont été accompagnés, donc alors que cette activité est née il n'y a que 4 ans. Donc beaucoup de projets ont été accompagnés, donc il y a les nombres qui figurent là, 25 projets quantiques accompagnés, 5 en calcul, 2 en télécom, 2 en crypto, 3 sur la photonique. Et donc c'est un réel succès. Donc on va voir précisément avec les présentations de ces projets tout au long de la journée. Et donc je remercie les startups et les groupes qui vont faire ces présentations et les labos. Et on finit pour parler de la richesse de l'écosystème quantique en Ile-de-France, autour du pôle et autour de TerraTech, avec des levées de fonds significatives. Donc avec les noms, je vais les citer, ils ne sont pas très nombreux. J'espère qu'il y en aura d'autres très prochainement. Donc Pascal, C12, Candela, Alice et Bob, avec des levées de fonds significatives dans le domaine qui montrent toute la richesse et toutes les espérances que l'on peut mettre dans le développement de cette activité en Ile-de-France, en France, mais aussi au niveau européen. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Donc merci beaucoup de votre attention et bonne journée. Merci beaucoup Philippe.
Donc, il était prévu qu'on ait une allocution de la part d'Alexandra Dublanche de la région Île-de-France, justement pour souligner le soutien qu'apporte la région à tous ces projets. Et d'ailleurs, ce sera redit pendant la journée. Je vais laisser la parole à Jean-Luc pour vous en parler un petit peu plus. Merci. Donc, je ne suis pas Alexandra Dublanche, mais je voulais intervenir pour dire, voilà, quand on est vice-présidente d'une région grande comme l'Île-de-France, tous les matins, il y a des priorités des incendies et elle n'a pas pu être avec nous. Ça ne dit rien sur son application sur le sujet, puisqu'elle était présente il y a 15 jours à la Convention. Et je voulais juste intervenir pour dire un peu ce qu'elle aurait pu dire. Puisqu'elle l'a dit à la Convention, c'est qu'il y a des sujets prioritaires qui ont été définis par Valérie Pécresse, la présidence, et puis le Conseil régional. Donc Alexandra Dublanche est en charge du développement économique de beaucoup de sujets, et le Contic en fait partie. Et donc la région, à travers des actions comme aujourd'hui, mais d'autres, en coordination avec le pôle systématique, puisqu'on a évidemment aligné l'animation des écosystèmes sur les sujets en coordination avec la région pour qu'il y ait un effet d'échelle qui soit associé. Et donc, je voulais juste, puisqu'on va gagner du temps si elle n'intervient pas, mais quand même rappeler que si tout ça marche bien, c'est parce qu'on arrive à aligner le support de l'État, le support de la région, l'animation locale, et ça c'est assez fondamental quand on veut un peu grandir et passer les effets d'échelle. Voilà, donc en son absence, on peut quand même saluer l'implication très forte de la région Île-de-France. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, juste avant qu'on passe à la première présentation, je voulais simplement vous signaler que la journée, enfin les présentations sont enregistrées. Il y a une captation, c'est ça, vidéo qui est faite, et donc ce sera disponible après. Donc ça peut vous éviter d'avoir à prendre des photos. Voilà, n'hésitez pas à récupérer le film ensuite. Non, elles sont pas interdites. Donc là, on va passer à la première présentation de cette journée, qui est une présentation de projet par l'une des startups qui était mentionnée par Philippe, qui est C12. Et donc, Juliette Gigny, qui est Chief of Staff... C'est ça, Gigny ? Gignies, pardon. Merci. Qui est Chief of Staff chez C12 et qui va nous parler des projets FedQ, c'est ça ? Oui. Et Carbone. Et du projet également OCH2Q avec Air Liquide. Merci beaucoup de m'avoir ici. Je suis très contente d'être avec vous. Donc, je m'appelle Juliette et je suis Chief of Staff chez C12. Je remplace Pierre, le CEO de la société qui est actuellement aux États-Unis pour Q2B. Donc il est désolé de ne pas être là, mais je ferai la présentation à sa place. Du coup, pour cette présentation, ce que je vous propose, c'est d'abord de vous présenter très rapidement C12, où on en est aujourd'hui. Ensuite, de vous présenter un peu plus en détail notre vision, qui est une vision qui est assez unique. Ensuite, de vous parler de nos produits qu'on développe. Et enfin, comme c'est le thème de la journée, de vous parler de nos projets en cours actuellement. Donc pour commencer, C12, c'est une startup qui a été créée il y a un peu moins de 3 ans maintenant par 2 frères jumeaux, donc Pierre et Mathieu Desjardins, sur une technologie qui a été développée à l'École normale supérieure depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Donc on est une startup qui est basée à Paris, qui s'occupe principalement du hardware et de la couche de logiciels low level. On est en train de construire nos propres laboratoires dans le centre de Paris, donc ça va être assez exceptionnel. Aujourd'hui, on est très fiers d'avoir réussi à regrouper une équipe d'une 30aine de personnes qui est très, très diverse, donc avec des chercheurs, des ingénieurs, des développeurs et une équipe support pour aider la structuration de la start-up. On est aussi accompagné par des investisseurs, Deep Tech et des corporates. Donc on a notamment à notre board Airbus Venture et BNP Paribas Développement qui sont potentiellement des futurs utilisateurs du Quantic. Donc on est très content de les avoir avec nous. Et donc aujourd'hui, on développe en parallèle notre IP, nos produits. Donc vous voyez, on a déjà un portefeuille de 6 brevets qui nous permettent d'avancer tout en protégeant nos recherches.
Donc si je développe un peu plus la vision, donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes tous au courant du potentiel que le quantique peut avoir sur nos industries et notre société. Mais aujourd'hui, il y a encore trop d'erreurs, et c'est ça qui fait qu'on n'a pas d'ordinateur quantique qui fonctionne bien. Ces erreurs, le problème, c'est qu'elles s'additionnent, et donc plus on avance et plus on a des ordinateurs quantiques avec un nombre de qubits important, et plus ce taux d'erreur augmente. Et nous, notre vision, c'est que le taux d'erreur, enfin l'erreur, pardon, vient du matériau, parce que le qubit va interagir avec son environnement, et plus il y a des perturbations liées à l'environnement, et plus les erreurs augmentent. Donc là, on est en train d'essayer de créer des ordinateurs quantiques sans avoir potentiellement le bon matériau à la base. Donc ça, c'est quelque chose dont nous, on est convaincus. On n'est pas les seuls à le penser. Donc vous voyez, des scientifiques qui ne sont pas sur notre technologie ont cette même vision. Donc le fait que pour avoir un ordinateur quantique qui fonctionne avec une haute fidélité, on a besoin d'une révolution dans le matériau qu'on utilise pour les ordinateurs. C'est là que C12 intervient. Donc on a une technologie qui nous permet d'avoir ce qu'on appelle le transistor quantique, qui en réalité est un nanotube de carbone. Donc on va utiliser les propriétés exceptionnelles du nanotube de carbone pour abriter notre qubit. Donc c'est un matériau qui est ultra pur et qui va permettre d'isoler le qubit par rapport à son environnement et d'obtenir, du coup, d'utiliser ces propriétés pour réduire les perturbations liées à l'environnement et toutes les sources de bruit. Donc dans le fonctionnement, on vient intégrer ce nanotube de carbone sur une puce semi-conducteur et on vient héberger un qubit, un électron dont on va manipuler le spin, et c'est ça notre qubit. Donc pour vous présenter un peu, notre approche unique, donc le fait d'utiliser ces nanotubes de carbone, ça nous permet d'avoir un qubit de très haute fidélité parce qu'on utilise un matériau qui est ultra pur et qui vient complètement isoler le qubit par rapport à son environnement, mais qui permet aussi de l'adresser. Donc c'est ça qui est très intéressant. Un autre gros avantage de notre technologie, c'est qu'on est compatible avec l'industrie du semi-conducteur, puisqu'on vient intégrer le nanotube de carbone sur une puce semi-conducteur. Et donc ça nous permet d'envisager un passage à l'échelle qui est relativement facile. Bon, rien n'est facile dans le quantique, mais ça permet d'aider un peu. Et donc pour ça, on utilise un partenariat qui a été développé très tôt avec le CEA-Leti pour les puces semi-conducteurs. Et enfin, un troisième avantage lié à notre technologie et au fait qu'on vient intégrer les nanotubes de carbone à la fin du processus de fabrication, c'est une forte connectivité qui va nous permettre d'avoir des puces qui sont vraiment customisées et d'avoir un besoin d'overhead moins important pour la correction d'erreurs. Donc tout ça, c'est très bien parce que pour avoir un bon ordinateur quantique, il faut une très bonne fidélité de qubits et un nombre important de qubits. Et c'est quelque chose que notre technologie nous permet de faire. Donc pendant longtemps, on a pensé que les premières applications quantiques, pour avoir des premières applications quantiques, on avait besoin d'un ordinateur qui était parfait. Finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de valeur avec des ordinateurs quantiques imparfaits, donc dans le NISQ, donc qui est au milieu, donc dès 2025. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir des premières puces imparfaites qui fonctionnent avec des algorithmes hybrides, donc à la fois quantique et classique, et pour ça c'est quelque chose qu'on est en train de développer. Ça, je vais vous passer. Donc aujourd'hui, on travaille effectivement sur deux produits principaux. Donc le premier produit, c'est un simulateur, ou on pourrait dire plutôt un émulateur. Donc c'est vraiment un jumeau numérique de nos futures puces quantiques. C'est un modèle qui est bruité, donc qui représente exactement ce qui se passe sur la puce quand elle est en fonctionnement. Et donc c'est quelque chose qu'on est en train le modèle est prêt, on est en train de discuter avec les grands acteurs du cloud pour l'intégrer. Et il sera disponible donc sur le cloud pour les étudiants, les startups d'algorithmes et nos partenaires industriels pour tester des premiers algorithmes hybrides et également regarder la loi d'échelle. Donc comment est-ce que ça peut augmenter et quels résultats on peut obtenir une fois qu'on aura plus de qubits. Donc ça, ce sera disponible l'année prochaine, sans doute sur les principales plateformes de cloud.
Le deuxième produit qu'on développe, et c'est aussi le thème de cette journée, donc c'est des premières puces en co-développement avec des partenaires industriels qui ont défini des cas d'usage qui peuvent être appliqués sur ces puces quantiques. Donc aujourd'hui, c'est des algorithmes hybrides, donc qui vont utiliser une partie classique qui est maximisée pour limiter la partie quantique qui aujourd'hui est encore limitée par la décohérence. Mais c'est des applications qui potentiellement ont un fort impact business pour ces partenaires. Donc c'est quelque chose qu'on essaye de pousser au maximum. Et pour justement accompagner ces industriels qui sont finalement presque des précurseurs, parce qu'il y en a encore peu aujourd'hui, on a développé une méthode pour les accompagner. Donc la première étape de cette méthode, c'est d'aller identifier avec eux les cas d'usage pertinents. Et donc par pertinence, on entend potentiellement deux choses. Ça peut être un cas d'usage qui a un fort impact business pour cet industriel-là. Donc soit business, soit ça peut aussi être avoir des meilleurs résultats ou faire des économies de ressources. Donc ça, c'est très important. Et il faut aussi que ce soit des cas d'usage qui puissent fonctionner sur des ordinateurs quantiques imparfaits, donc avec les ressources qu'on a aujourd'hui. Donc une fois que ces cas d'usage ont été identifiés, on travaille avec un partenaire sur la partie algorithmique pour développer l'algorithme et commencer à le tester sur des simulateurs pour pouvoir être capable d'optimiser l'algorithme et être capable aussi du coup de regarder la loi d'échelle. Et enfin, une fois que cette partie est faite, on va commencer à développer l'architecture de la puce pour que ça corresponde bien à l'algorithme et finalement développer la puce. Voilà, donc c'est une bonne transition pour les projets qu'on a en cours actuellement. Donc là, je vais vous présenter 3 projets. Les 2 premiers sont des projets basés sur des cas d'usage avec des partenaires. Et le 3e projet, c'est un projet qui est en cours et qui est plutôt en interne. Donc c'est un projet IDEMO et je reviendrai un peu dessus après. Donc si on rentre dans le premier projet qui est le projet Carbone, donc c'est un projet qui a été développé, au départ lancé par C12, C12 et Atos, pardon, pour résoudre des problèmes d'optimisation. Donc l'idée c'est de créer un premier algorithme hybride, donc qui minimise la partie quantique et qui utilise une grosse partie classique, et ensuite de le tester sur des simulateurs. Donc l'idée c'est de résoudre des problèmes combinatoires qui sont représentés par des graphes comme celui en haut, où on s'est rendu compte qu'au bout d'un certain nombre de nœuds, les ordinateurs classiques n'étaient plus capables de les résoudre, d'où l'idée d'utiliser du quantique pour résoudre ça. Il n'y a pas encore de vrai cas d'usage derrière, c'est vraiment l'idée d'estimer les ressources qui sont nécessaires pour résoudre ces cas d'usage. Et aujourd'hui, comme on n'a pas la partie algorithmique, on est en train de faire ce projet avec différents partenaires qui apportent chacun leur valeur à ce projet. Donc il y a notamment Artelis qui s'occupe de la partie algo, Atos qui s'occupe de tout le middleware, la compilation et également la simulation sur MakeULM, et le CNRS pour la partie académique, plutôt sur le calibration du qubit, et du coup nous sur la partie hardware. Le deuxième projet qu'on développe avec donc Air Liquide, Cambridge Quantum qui est devenu Quantinuum et le soutien de la région Île-de-France, c'est un projet en chimie quantique. Donc c'est un projet qui a beaucoup de valeur pour Air Liquide parce que c'est un fort impact business pour eux. Donc si j'essaie de vous faire de manière assez simple le problème qu'on cherche à résoudre. Donc Air Liquide va vendre du gaz aux géants du semi-conducteur pour le dépôt des métaux en couche mince. Et aujourd'hui, ils doivent faire des gravures de plus en plus fines et pour ça, ils ont besoin de nouveaux métaux. Et pour avoir ces nouveaux métaux, il faut travailler sur le précurseur. Et ça, Air Liquide ne sait pas le faire encore aujourd'hui. Ils le font de manière très expérimentale, donc ça prend des années. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir les aider à aller beaucoup plus vite pour développer ces nouveaux précurseurs. Donc pour ça, on utilise sur la partie algorithmique donc Cambridge Quantum
fait en lien avec les ingénieurs chez Air Liquide l'algorithme. Et ensuite, une fois que ces algorithmes seront écrits, ça pourra tourner sur notre simulateur et potentiellement sur le hardware si le timing du projet le permet. Mais en tout cas, c'est un cas qui est particulièrement bien adapté pour les caractéristiques de notre puce aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de le faire aujourd'hui. Donc voilà pour ce projet. Et enfin, dernier projet du coup de notre côté, donc ça c'est plutôt un projet interne. Donc c'est le projet, fabrication à l'échelle de transistors quantiques. Et donc l'idée c'est que pour avoir des ordinateurs quantiques utiles, donc il y a un sujet sur l'architecture, un sujet sur l'algorithmie, et il y a aussi un sujet sur le passage à l'échelle et le nombre de qubits. Et donc nous aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire avec ce projet, c'est passer à l'échelle à la fois sur l'optimisation du matériau et sur notre ligne de production. Donc il y a une première partie qui va vraiment venir travailler sur le matériau, donc nos nanotubes de carbone, et la caractérisation des nanotubes pour avoir un meilleur rendement. Et enfin, il y a une deuxième partie qui va plutôt être l'amélioration de notre ligne de production pilote qu'on est en train de construire pour la transformer et la rapprocher le plus possible d'une ligne de production industrielle. Voilà, et ça c'est un projet qui aura beaucoup d'impact à la fois pour nous et pour la région. Donc c'est un projet sur lequel on envisage la création de 9 emplois directs pendant le projet et ensuite entre 10 et 15 par an avec les puces qu'on aura réussi à créer grâce à ce projet, avec bien sûr des dépôts de brevets associés à ce projet et toute la communication qui va avec. Voilà. Merci beaucoup Juliette. Bon, donc vous l'avez compris, C12 va lancer son propre simulateur a priori l'année prochaine. Oui, 2023. Ok, donc n'hésitez pas à vous tenir au courant de la disponibilité de ce matériel pour découvrir un peu plus les technologies développées par C12. Donc ce sera un simulateur bruité si j'ai bien compris? Oui, exactement. L'idée c'est vraiment d'avoir la simulation de tous les phénomènes physiques qui arrivent pendant l'utilisation de la puce. Donc c'est vraiment un modèle unique qui représentera ce qui se passe sur notre puce. Donc ça va être très intéressant de pouvoir l'utiliser. On a hâte de pouvoir le lancer. Merci. Bah, du coup, ça permettra de préparer les codes de manière consciente, justement des limitations du matériel actuel. Exactement. Super, merci beaucoup. Moi, j'avais une première question et après, je vais vous laisser la main sur les questions, bien évidemment. Je voulais savoir un peu dans le cadre du PAC, donc le projet avec Air Liquide, parce que du coup, vous avez plusieurs partenaires. Donc Air Liquide qui, a priori, apporte le cas d'usage, Cambridge Quantum qui doit travailler sur la partie algo, ouais, si je comprends bien. Quel est le niveau d'implication du personnel Air Liquide? Est-ce qu'ils ont eu vraiment une démarche de formation, d'acculturation? Air Liquide est très impliqué sur le projet. En fait, le premier projet qui avait été défini, c'était un autre cas d'usage. Et donc, ils ont travaillé main dans la main avec Cambridge Quantum pour essayer de trouver la façon de décomposer ce problème à la fois en algorithme classique et quantique. Et finalement, le premier cas d'usage qu'on avait identifié n'était pas adapté à la puce. Et donc, ils ont retravaillé sur un autre projet, donc, qui est celui que je vous ai présenté là aujourd'hui. Donc, les ingénieurs d'Air Liquide travaillent vraiment avec Cambridge Quantum pour décomposer le problème et être capable de dire cette partie pourra être faite sur une partie classique et celle-ci est plutôt liée à du quantique. Donc, ils sont très impliqués sur ce projet. D'accord, donc il y a vraiment eu un apprentissage conjoint sur l'évaluation du cas d'usage pour voir si c'était possible de le porter. Exactement. D'accord, merci beaucoup. Je vais peut-être vous laisser la main. Est-ce que vous avez des questions à poser? Ah oui, très très bien. Ok, n'hésitez pas à les poser. Il y a une personne au fond de la salle avec un micro. Ah. Oui, bonjour, Édouard Debray de MBDA. J'avais une question sur un peu technique sur vos qubits. Donc, vous construisez quelque chose pour qu'il soit le plus à l'abri des perturbations. Du coup, quel est le temps de décohérence de votre qubit
Alors, c'est... je suis désolée, moi, ma partie n'est pas forcément technique. Je ne saurais pas vous répondre là tout de suite, mais je peux revenir vers vous. D'accord, merci. Grégory Golf, Société Athème. Moi, j'ai une question un peu sur l'approche. C'est-à-dire qu'effectivement, on comprend très bien qu'en tant que start-up, vous allez sur le côté émulation pour permettre en fait aux industriels de se projeter, parce que forcément, ils ont besoin de se projeter pour se dire quelle techno ils vont choisir. Et du coup, comment vous arrivez à faire la différenciation entre justement toutes les start-up? Comment un industriel, ils sont pléthores, vont dire tiens, ce sujet-là, je vais plutôt essayer de le traiter avec C12 ou avec une autre start-up. Comment vous arrivez à faire justement cette valeur ajoutée qui va dire à l'industriel, c'est avec vous qu'il faut que je travaille dès mes premières étapes? C'est une bonne question. Effectivement, aujourd'hui, le fait déjà de proposer un modèle bruité, ça permet d'avoir une représentation très fidèle de ce qu'on aura sur nos processeurs quantiques. Donc si déjà c'est quelque chose qui marche, qui permet d'accélérer, c'est une vraie valeur ajoutée pour l'industriel qui le teste. Et aujourd'hui, les différents industriels avec qui on parle, ils ont assez tendance à tester sur différents simulateurs pour être capable de comparer. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est encore fait. Et voilà, et c'est pour ça qu'on tenait absolument à proposer un modèle de simulateur qui est le plus proche de ce qu'on aura pour qu'il n'y ait pas de déception après une fois qu'on passe sur le hardware. Merci. Oui, bonjour, Jean-Baptiste Lattre. En juin, j'avais posé une question à Pierre par rapport aux questions de fiabilité des portes. Alors, je sais que récemment, donc il a parlé que vous vous concentriez principalement sur les portes à 1 qubit. Et concernant justement le reste, notamment les portes à 2 qubits, donc il a parlé d'avoir à peu près une moyenne d'un 0,5% d'erreur. Est-ce que vous pouvez communiquer un peu plus sur la variance de cette erreur, ou est-ce que ce n'est pas des choses que vous êtes prêts encore à... Non, c'est quelque chose sur lequel on travaille encore de manière théorique. Donc notre théoricien est constamment en train de travailler pour améliorer justement la fidélité des portes à 1 qubit et des portes à 2 qubits. Et aujourd'hui, il a potentiellement trouvé une nouvelle façon, enfin une nouvelle porte à 2 qubits qui aurait une meilleure fidélité encore que ce que Pierre avait présenté en juin. Mais c'est encore un peu tôt pour vous donner la valeur. Très bien. Mais c'est en cours de développement. Merci. Bonjour, ici Matthijs van Baveren, CS Group. Je m'excuse, j'ai encore une question technique pour vous, mais je vais essayer. Que vous pouvez les passer. C'était dans le projet Carbone, vous parlez d'algorithmes spécifiques d'optimisation qui sont développés. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose là-dessus, sur ces Industrial Specific algorithmes? Non, malheureusement, je ne vais pas pouvoir plus creuser, mais je peux revenir vers vous après en avoir discuté en interne. Ok, merci. Oui, bonjour, Philippe Lacombe, donc je suis un universitaire. Donc, ma question porte sur le simulateur que vous allez faire. C'est un simulateur qui est destiné à fonctionner sur la machine d'un client, ou bien c'est un simulateur qui va être accessible via le cloud. Et quelle est votre cible en termes de taille, de nombre de qubits que vous souhaiteriez pouvoir traiter au niveau du simulateur? Alors du coup, pour répondre à vos deux questions, donc sur le cloud, on aura un premier simulateur qui sera accessible du coup pour des étudiants, pour des startups d'algorithmes et pour des industriels. Et on aura aussi accessible sur le cloud un peu plus tard le hardware pour des industriels qui préfèrent ne pas l'avoir sur site. Et pour répondre à la deuxième question, donc on a en tête deux produits qui seront sans doute lancés à des horizons de temps un peu différents. Donc on aura sans doute un premier simulateur qui sera entre 12 et 15 qubits et un deuxième simulateur qui sera plutôt autour de 20-25 qubits. Comme ça va tourner au début sur des machines classiques, ça dépend aussi de la puissance de ces machines classiques sur lesquelles ça tourne.
Oui, bon. Najanafa, Quantum Blockchain Secure. Une question qui va tomber dans votre domaine, ce n'est pas du tout technique. En tant que Chief of Staff, c'est ça le titre? Oui. Quels sont vos challenges au quotidien dans le contexte d'une start-up avec une trentaine d'employés? Peut-être vous pouvez nous éclairer. Oui, bien sûr. C'est effectivement plus mes sujets au quotidien. Je dirais qu'il y a un premier gros sujet sur le recrutement et les RH en général. Donc c'est un secteur sur lequel les formations sont en train encore de se développer. Donc pour trouver des gens qui sont vraiment compétents sur les domaines, c'est pas forcément toujours facile. C'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on a un recrutement qui est très international. On a une petite dizaine de nationalités chez C12 sur 30 employés, ce qui est beaucoup. Et après, bien sûr, il y a tout ce qui est plutôt lié à la structuration d'une start-up d'une trentaine de personnes. Donc des sujets de culture, une structure en interne qui change. Et le fait de garder un côté très agile avec... Tout en gardant des équipes liées aux différentes étapes de fabrication, qu'elles communiquent bien, qu'elles puissent faire des retours aux différentes équipes. Donc ça, c'est un premier sujet. Après, il y a un deuxième sujet qui est plutôt lié à la partie commerciale. Donc nous, notre approche, c'est vraiment de pouvoir développer des cas d'usage industriels qui vont être utiles très tôt. Et donc aujourd'hui, on doit trouver ses partenaires et ses clients pour mettre en place ces premiers cas d'usage. Et comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt des industries qui sont précurseurs. Il n'y en a pas encore tant que ça. Donc il y a aussi un gros sujet de business développement qui fait partie de mon quotidien. Ah, on a encore une question, on peut encore prendre une question, c'est bon? Une dernière, allez. Il arrive de derrière. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler de la partie start-up? Comment se passe la sortie d'un environnement universitaire complètement donc intégré à l'ENS vers une société qui prend son envol? Et vous nous avez parlé du développement en nombre de personnel, par exemple. Donc effectivement, là, ça fait 2 ans et demi qu'on est sorti du laboratoire. On est encore très proche de l'ENS. Nos locaux sont encore en partie là-bas et nos conseillers scientifiques sont les chercheurs qui travaillaient sur la recherche à l'ENS, donc on est encore très proche d'eux. Mais concrètement, passer d'un laboratoire à une start-up, il y a ce côté structuration. Donc on travaille avec des chercheurs qui étaient habitués à avoir des sujets très vastes. Et aujourd'hui, on doit les cantonner, entre guillemets, à une étape de fabrication. Donc nous, on fonctionne par étape de fabrication. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire, tout en gardant cette agilité et justement cette communication qui est très importante entre les équipes, et notamment parce que les chercheurs ont vu énormément de choses, donc c'est intéressant qu'ils puissent communiquer, partager leur expérience. Après, ce qui change aussi beaucoup, c'est les moyens qui sont à notre disposition. Donc aujourd'hui, on a pu faire un très beau tour d'amorçage qui nous a permis d'investir dans des équipements de pointe. Et donc là, aujourd'hui, on est en train de construire justement notre laboratoire avec une salle blanche qui sera la nôtre. Et donc ça permet d'avoir des équipements qui sont beaucoup plus efficaces et qui permettent aux équipes d'avancer plus vite. Donc ça, c'est un vrai point positif qui est relevé d'ailleurs par nos équipes. Voilà. Mais donc on garde quand même un gros pied dans la recherche, mais tout en essayant de mettre en place des processus qui sont plus ceux de l'industrie, avec une manière de gérer l'information et la connaissance qui est un peu différente, la communication entre les équipes qui sont plus ou moins mises en silo. Donc ça, c'est des choses qui changent par rapport au fonctionnement en laboratoire. Super, merci beaucoup. Merci Juliette pour ta présentation. Merci pour la présentation et puis pour le moment d'échange. On va maintenant accueillir Théo Perronin, qui est donc CEO de Alice et Bob, et Grégory Golf, qui est responsable stratégie, innovation et business développement chez Atem, et qui vont nous parler du projet Cryolink. Parfait. Donc, bonjour à tous. Donc, Théo Perronin, je suis le président cofondateur de Alice et Bob. Et Grégory Golf, donc moi, je suis le
directeur adjoint d'Atem. Donc, j'ai eu une promotion il n'y a pas longtemps, mais ça reste dans le sujet, vous en faites pas. Donc peut-être on peut commencer par dire un petit mot sur nos entreprises respectives et ensuite le but du jeu c'est de vous pas trop s'attarder sur les spécificités de nos entreprises mais plus le projet qu'on a ensemble et avec d'autres acteurs de la communauté pour préparer l'une des technologies habilitantes les plus cruciales dans la montée en échelle qui va être toute la cryogénie et le câblage, enfin l'ensemble des éléments à l'intérieur du réfrigérateur à dilution. Donc Alice et Bob, donc on est une start-up, on a 2 ans et demi, on est issu d'un certain nombre de laboratoires entre l'ENS Paris, l'ENS de Lyon, le CNRS, INRIA, le CEA, les mines, j'oublie personne. On a levé une 30aine de millions d'euros, on est une 60aine aujourd'hui. Et donc on développe des qubits supraconducteurs, mais un petit peu différents des qubits supraconducteurs usuels, puisqu'on va utiliser des qubits de chat, qui sont des qubits conçus nativement pour supprimer l'un des 2 types d'erreurs que subissent les bits quantiques, en l'occurrence les bits flip. Et donc effectivement l'approche d'Alice et Bob va être très concentrée sur le calcul universel fault tolerant, donc vraiment la version idéale de l'ordinateur quantique avec du coup des enjeux de montée en échelle, d'où notre implication dans ce projet. Et donc Atem, donc nous on est une start-up qui a plus de 30 ans, donc voilà, c'est tout sauf une start-up et en fait on vient du monde de la défense. Et donc en fait, on s'est spécialisé dans la réalisation de sous-ensembles et de liaisons hyperfréquences donc, sur des sujets assez touchy comme tout ce qui est autodirecteur de missiles, télémétrie de lanceurs, tout ce qui est radar aéroterrestre. Et en fait, vous allez dire, mais qu'est-ce que je fais là? C'est une bonne question. En fait, c'est grâce à Alice et Bob. Hein. C'est vraiment une rencontre avec Raphaël, qui est donc l'associé de Théo, et qui du coup nous a vraiment mis le pied à l'étrier avec des problématiques très, très concrètes, d'amener des signaux de 300 Kelvin à 10 millikelvin et toute la partie justement voilà, maîtrise du signal, être en capacité de rendre nos signaux en phase, tous ces sujets-là que nous on fait tous les jours dans nos sujets de défense, qu'on est en train en fait de convertir dans les sujets quantiques. Et en fait, c'est vraiment suite à nos premières discussions avec Raphaël qu'on a imaginé le projet CryoLink. Donc là, ça fait une grosse année globalement, mais finalement ça va assez vite. Et en fait, on est là aujourd'hui pour vous expliquer comment en fait cette rencontre a fini par créer ce beau projet qui est lancé depuis début septembre de cette année. Peut-être on peut dire un mot sur l'enjeu global. Donc ici vous voyez en ombragé la silhouette d'un réfrigérateur à dilution. Donc pourquoi un réfrigérateur? Déjà parce que plusieurs plateformes, plusieurs candidats pour l'ordinateur quantique, dont les qubits supraconducteurs, ont besoin de travailler à très basse température. Très basse température, pour nous, ça veut dire 10 millikelvin. Hein, pour se donner un ordre d'idée, c'est à peu près 100 fois plus froid que l'espace. Donc, la cryogénie, aujourd'hui, c'est quasiment une commodité. Alors, quand j'ai commencé ma thèse, il fallait encore à peu près savoir comment fonctionnait un réfrigérateur à dilution. Aujourd'hui, c'est une machine très presse-bouton. Mais ce n'est pas une machine, disons, qui est aujourd'hui parfaitement dimensionnée pour qu'on se dise ça va être facile de mettre des millions de qubits à cette température-là. Et le problème, il est tout simple. Hein, c'est-à-dire que quand vous avez un bit quantique, à un moment donné, vous allez vouloir le contrôler, donc amener des signaux pour le piloter et extraire des réponses, donc récupérer le signal qui en sort, le réamplifier. Et ça nécessite d'une façon ou d'une autre de connecter la partie à froid de la puce avec le monde extérieur. Et dès lors que vous connectez la partie froide avec le monde extérieur, vous avez une question de charge thermique, de comment est-ce que ces câbles amènent de la chaleur et donc un petit peu de quelle puissance, quelle quantité de froid vous êtes capable de générer et donc quelle quantité de qubits vous êtes capable de contrôler ou d'accueillir dans cette puce. Et aujourd'hui, pour se donner un ordre d'idée, hein, donc si vous suivez un petit peu l'actualité du domaine, IBM, qui mène la danse en nombre de qubits supraconducteurs, a annoncé une puce de l'ordre de 400 et quelques. Alors Olivier saura mieux que moi.
Voilà, 433 qubits. Mais on est très loin des chiffres nécessaires pour le plein potentiel de l'ordinateur quantique. Alors sur les chiffres donnés usuellement, c'est de l'ordre du million. Alice et Bob prétend pouvoir réduire significativement ce nombre-là, mais néanmoins, il reste certain qu'il y a encore énormément de travail sur la capacité à monter en échelle et comment réinventer les technologies de câblage et de connecteurs, qui sont très importants également, pour accueillir plus de qubits. En caricaturant, en gros, globalement, on dit qu'aujourd'hui, c'est à peu près 3 câbles pour un qubit. Donc, Théo a parlé d'1 million. Donc, 3 fois 1 million, 3 millions. Donc, vous imaginez 3 millions de câbles dans un cryostat. Voilà. Donc, effectivement, il y a besoin de rupture. Il y a besoin de changer la manière de router le signal. Et c'est vraiment tout le sujet de Cryolink, avec un point d'orgue aussi qui est la souveraineté. Donc, c'est un mot qui revient fort, notamment avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et toutes les problématiques énergétiques. Là, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le seul fournisseur dans le monde de câbles vraiment très particulier pour remonter le signal et faire le readout, il y a un seul fournisseur dans le monde qui est japonais. Voilà, donc du coup, il y a aussi une volonté dans le cadre de ce projet de sortir de cette dépendance. J'y vais. Donc en gros, aussi ce qui est intéressant dans ce projet, c'est les partenaires. C'est pour ça qu'on a fait une planche dédiée à ça. Ce qui était important pour nous, c'était d'avoir l'ensemble de la chaîne de valeur. Impossible de construire des nouvelles générations de routage si on n'a pas les startups, parce qu'en fait, c'est eux qui vont nous donner le besoin. Et donc en fait, on a communalisé avec la partie froide. Donc là, c'est Cryoconcept, qui est un fabricant français, donc filiale d'Air Liquide, de cryostats à dilution. Donc on s'est dit, nous on se place en technologie provider, donc Cryoconcept sur la partie cryostat à dilution, Radial et Atem sur la partie, finalement, toute la partie câblage et composants hyperfréquence. Et donc du coup, voilà, nous on va développer de la technologie au profit, sous la spécification des startups, Alice et Bob et C12, finalement, voilà, qui est passé juste avant. Et évidemment, sur ces sujets-là, voilà, on est quand même très en amont. Donc, évidemment, besoin des laboratoires. Donc, il y a Nel sur la partie aussi froid et puis qubit CMOS. Et puis le CEA Leti qui a des technologies qui peuvent être intéressantes pour justement pouvoir anticiper le passage à l'échelle. Donc, après pas mal d'ardeur à la tâche, on a réussi à obtenir notre IDEMO. Et donc là, vous avez le chiffre, donc à peu près 8 millions d'euros de budget. Et donc c'est un projet qui va durer 54 mois, donc assez long parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et le barycentre de ce projet va être à Grenoble, qui va accueillir justement le cryostat à dilution, qui va nous permettre de faire toutes les caractérisations de l'ensemble des composants plus câbles que nous allons tester dans le cryostat. Ouais, donc peut-être pour revenir sur les enjeux, les enjeux, c'est vraiment une question de nombre. Et un autre élément qui est souvent un peu overlooked, enfin pas regardé d'assez près, c'est une question de prix. C'est bête et méchant, mais quand on dit 1 million de qubits ou plusieurs centaines de milliers de qubits, il y a une vraie question de quel est le coût par qubit de l'ensemble des éléments impliqués. Et donc là, on va retrouver un petit peu les mêmes problématiques. C'est-à-dire quand on parle de densification, quelque part, on parle de densification et aussi de réduction du coût d'un certain nombre d'éléments de câblage, du coût de la cryogénie et de la connectique. Et donc pour ça, il y a un certain nombre de pistes qu'on souhaite explorer ensemble. Donc le premier élément, ça va être d'utiliser, disons, un câble pour plusieurs qubits. Donc c'est utiliser le spectre de fréquence pour faire du multiplexage. Ensuite, on va pouvoir donc réfléchir à élargir la gamme de fréquences utilisées, parce qu'on ne va pas avoir les mêmes contraintes de matériaux, de traitement du signal en fonction de si on est dans le gigahertz, dans le DC ou dans l'optique. Donc ça va être disons d'exploiter à son plein potentiel cette flexibilité qu'on peut avoir de sauter d'une gamme de fréquences à l'autre. Et enfin les nouveaux matériaux également pour limiter la charge thermique apportée par les câbles. Bon, même si j'essaye de te faire des câbles le moins chers possible, c'est vrai que c'est finalement un sacré sujet. Voilà, parce que
Voilà, en bas, voilà, les câbles donc en niobium titane, voilà, c'est à peu près 2000 € le mètre, hein, voilà, pour donner un ordre de grandeur. Donc bon, voilà, si vous faites vite la multiplication, voilà, le bilan économique chiffre très vite, et donc on voit très vite qu'on est dans une impasse à la fois finalement physique, parce que du coup on n'aura pas suffisamment de puissance en bas pour évacuer les calories, et puis même économique, parce que de toute manière ça n'aura pas de viabilité à la fin. Alors on a choisi 3 approches pour pouvoir mener ce projet à bien, qui sont vraiment très liées les unes aux autres. Donc bien sûr expérimental, en fait aujourd'hui toutes les startups et même les grands du secteur avancent, mais sur tout ce qui est technologie habilitante, donc notamment les câbles, ils prennent un peu ce qui existe et font de leur mieux. Mais ils ne prennent pas le temps, parce que ce n'est pas leur sujet prioritaire, c'est vraiment la puce, de caractériser et de comprendre en fait finalement les effets de la thermique et de la RF qui se conjuguent, et finalement quelles sont les conséquences de cette conjugaison d'effets. Donc il y a vraiment un gros volet expérimental pour pouvoir caractériser sur tous les étages du cryostat et trouver, faire les bilans de liaison et les bilans thermiques finalement des architectures quantiques. Donc là, du coup, voilà, on va réaliser des abacs, on va faire beaucoup de runs pour pouvoir faire tout ça. Après, voilà, une fois qu'on aura fait ces expérimentations, on va commencer à parler architecture. Donc on va commencer à mettre des puces en bas et puis voir comment ça se comporte, et de réussir à s'appuyer sur la simulation pour pouvoir faire évoluer tout cela et finalement designer le système de routage de demain de l'ordinateur quantique cryogénique. Un point clé dès le départ, on va le coupler, donc là je ne vais pas rentrer dans le détail, Olivier sera beaucoup mieux à l'aise que moi, mais on va le coupler avec une initiative qui est portée au départ par la France, mais qui s'internationalise, qui est la QEI, qui est vraiment sur toute la partie énergétique thermodynamique. En gros, aujourd'hui, si vous voyez ce qu'il faut comme électronique analogique à 300K pour générer un qubit, le bilan il est lourd. Voilà, et il faut beaucoup d'énergie. Et donc nous, ce qu'on veut faire, c'est rendre ce bilan le plus accessible possible. Donc en fait, les technologies qu'on va développer, il faut qu'on prenne en compte ça dès le départ, parce qu'au final, s'il faut une centrale nucléaire pour faire tourner un ordinateur quantique, ça ne va pas le faire. Voilà, donc en fait, on le prend dès le départ, et c'est un point clé. Donc on a une approche fondamentale, et donc on a pris les chercheurs qui sont sur ces sujets-là, vont aussi aider le projet pour en fait faire ces calculs thermodynamiques et faire en sorte que ce qu'on va développer soit compatible. Et c'est vraiment un enjeu fort, parce qu'on ne sait pas forcément où positionner l'électronique, on ne sait pas comment scaler le nombre de câbles, etc. et tout ça. Donc c'est un point clé de prendre en compte ces enjeux thermodynamiques dès le départ pour pouvoir spécifier les prochaines générations. Et puis après, voilà, on a une approche industrielle, on est là. Voilà. C'est vrai que c'est un point. C'est vrai qu'on peut se dire technologie habilitante, le quantique c'est dans quelques années. Oui, mais voilà, c'est aujourd'hui qu'il faut se dire, c'est maintenant qu'il faut investir dans ces technologies-là pour qu'on les rende viables et qu'on puisse les industrialiser. Parce que s'il faut sortir des millions de pièces, forcément il y a un sujet après de lead time, de performance industrielle, de bilan économique qui est important et qu'on veut en fait traiter dès le départ. Et puis donc du coup pour pouvoir aider à l'industrialisation de la filière. Dans le cadre du projet, on va déjà essayer de faire des cannes de câblage complètement câblées et intégrées, de l'ordre de 100 voire 1000 qubits à l'intérieur du projet. On parle de NISQ là, voilà. On n'est pas encore sur les qubits logiques. Et la dernière sur les apports. Alors merci au pôle, effectivement, ça a vraiment été une grosse aide pour nous. Bon, déjà il y a le côté logistique entre guillemets, c'est bête mais c'est essentiel. C'est-à-dire quand on monte un projet, il faut pouvoir se réunir, il faut pouvoir communiquer entre nous, et donc en fait, le pôle, surtout par l'intermédiaire d'Esther, nous a offert ces possibilités-là. Donc ça, c'était très appréciable. Et après, un point aussi très important, en fait, on a une problématique de time to market. Bon, c'est un peu bizarre quand on parle quantique, mais nous, complètement. Parce que, sans rentrer dans le détail d'IBM, mais IBM avec ses 433 qubits montre déjà des choses très intéressantes sur la partie câblage, et donc montre beaucoup d'avance sur ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Donc nous, il fallait absolument qu'on parte très vite. Et donc quand on a vu la stratégie nationale quantique, le plan à plusieurs années, les appels d'offres qui vont se lancer un jour, donc en fait, nous, on s'est dit, si on attend ça, on est mort. Parce que de toute manière, les appels d'offres sur le câblage, avant que les labos soient intéressés là-dessus et passés à l'échelle,
il va se passer quand même quelques années, et en fait le projet, ce ne sera même pas la peine de le faire. Et donc du coup, le pôle a réussi à, voilà, on va dire, à convaincre voilà, on va dire l'État, pour dire on n'attend pas la stratégie nationale quantique sur ce sujet-là et on soutient IDEMO. Donc ça, effectivement, ça a été vraiment très précieux. Merci Philippe. Et ce qui nous a vraiment permis de finaliser et d'obtenir notre projet. Et bien sûr, voilà, avant qu'on le dépose, il y a eu cette aide bienveillante. On a quand même un peu souffert sur les premières réunions, mais c'était très bien, parce que ça nous a permis de nous remettre en cause et puis d'affiner ce qu'on avait à faire et de pouvoir en fait faire quelque chose qui tienne la route et qui a été du coup soutenu par l'État, par l'intermédiaire de l'IDEMO. Sans l'IDEMO, on n'aurait pas pu le faire, parce que mettre en adéquation des startups, des labos, des industriels, petits, grands, franchement, voilà, ça n'aurait pas été possible sans ça. Et donc, voilà, maintenant c'est parti, c'est à nous de bien travailler, mais on est bien parti pour le faire. Et bon, on vous tiendra au courant au fur et à mesure de l'avancement. La plateforme qu'on fait à Grenoble, le but c'est qu'elle soit ouverte à la communauté. Donc ça, c'est un point que je mets en avant. Si vous avez des choses à développer et vous avez besoin de ça pour vos calculs quantiques et donc développer des composants ou des sujets comme ça, la plateforme sera ouverte pour ça et ce sera très intéressant d'en parler. Je pense que j'ai peut-être explosé le temps, non? Ça va bon. Mais super. Merci. Déjà. Bon, merci beaucoup pour cette présentation. On va passer à la session questions-réponses. Juste une question peut-être de néophyte. Quelle est la technologie de câblage d'IBM là? Vous avez évoqué, il y a une petite avance là. Ils partent sur quoi, si on le sait? Évidemment, on ne sait pas trop, mais on le voit. Donc la notion de nappe est bien mise en avant. En fait, c'est assez simple. Si vous voulez, si vous prenez un câble, la partie thermique, c'est une question de surface. La partie transmission du signal, c'est une question linéaire. Donc forcément, on se dit que si on veut réduire, la dissipation thermique, la puissance qu'il faut en bas, forcément, il faut réduire la section au maximum. Donc la question de nappe est très intéressante. Par contre, ce qu'a bien fait IBM dès le départ, c'est qu'en fait, ils ont conçu la nappe de tout en haut, donc à 300 Kelvin, jusqu'à 10 millikelvin, et donc ils ont tout pensé. Parce qu'en fait, dès qu'on va parler de nappe, il y a les sujets qui vont venir tout de suite après, c'est comment on le connecte. Il n'y a pas de connecteur, ça n'existe pas. Voilà. Comment on va venir atténuer le signal, il n'y a pas d'atténuateur. Donc en fait, tout ça, voilà. Et ça, effectivement... Olivier pourra peut-être être un peu plus précis que moi, mais il faut qu'on le voit un peu plus. Et c'est tout récent, mais ça nous prouve que voilà, on était en retard et qu'il faut qu'on rattrape le retard et qu'on voit comment on peut faire. On sent vraiment, voilà, d'un point de vue théorique, il faut qu'on aille sur un côté nappe et qu'on multiplexe beaucoup et qu'on fasse aussi des sauts de fréquence pour pouvoir en fait bien partitionner le signal et donc de pouvoir éviter aussi tout ce qui est crosstalk entre les différentes lignes. Bon, maintenant, voilà, il faut le développer, trouver les bons matériaux. Il y a un gros sujet matériaux. Et ça, c'est vraiment un point qui est compliqué. Parce que du coup, il faut parler hyperfréquence, il faut parler matériaux, il faut parler thermique. Et donc, c'est vrai que du coup, le projet, c'était essentiel pour que tout ce monde-là soit ensemble, travaille ensemble, et que ce ne soit pas l'hyperfréquence qui travaille tout seul, la thermique d'un côté, les qubits de l'autre. Je pense que c'est vraiment une approche intégrée qui fera qu'on arrivera à sortir quelque chose qui soit compétitif et qui permet le scale-up à la fin de l'ordinateur quantique. Il y a peut-être un complément. Il y a un élément qu'on ne voit pas sur les photos d'IBM, c'est comment est-ce qu'ils ont résolu le goulot d'étranglement que sont les circulateurs. C'est un vrai sujet, hein, les circulateurs, parce qu'on n'a pas la bonne réponse à cette question-là. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette problématique, un circulateur, c'est un élément qui permet au signal de traverser le composant dans un sens, mais pas dans le sens inverse, donc sans retour inverse de la lumière quelque part. Et c'est indispensable sur les lignes de remontée. C'est-à-dire que sur les lignes de remontée, on ne peut pas atténuer le signal, c'est ce qu'on cherche à observer. Et on a besoin de l'amplifier en plus, donc on va avoir beaucoup de bruit en retour thermique et potentiellement amplifié qu'il faut arrêter avant qu'il atteigne la puce. Et historiquement, c'est fait avec des circulateurs qui sont des objets qui font typiquement de l'ordre de 2 cm de côté, enfin un petit
petits blocs, et on en utilise 2 par ligne de remontée. Donc c'est un vrai problème de volume, de masse et de prix, parce que chacun de ces circulateurs coûte de l'ordre de quelques milliers d'euros. Donc ça, c'est un élément sur lequel on ne sait pas s'ils l'ont craqué ou s'ils continuent à faire un étage entier du réfrigérateur rempli de circulateurs. Et c'est l'un des sujets encore ouverts si des chercheurs veulent plancher dessus un peu plus activement. Je voulais peut-être rebondir sur ce qu'a dit Grégory, hein, merci, sur le rôle du pôle. Tout d'abord, Cryolink, c'est un projet très important pour la communauté parce que c'est un projet sur les technologies habilitantes, on les oublie parfois un peu, et sans technologie habilitante, il n'y aura pas d'industrie du quantique. Voilà, donc ça c'est super. Non, je voulais juste rebondir sur le fait et souligner le rôle des experts qui travaillent, hein, qui donnent de leur temps. Hein, ce sont des gens qui ne sont pas payés hein, spécifiquement pour ça, ils sont dans les comités de pilotage, des hubs. Ils donnent de leur temps pour regarder les projets, participer à des auditions, donner des conseils. Et les retours que j'ai eu de toi, mais aussi de beaucoup d'autres, c'est que ces conseils sont extrêmement utiles parce qu'ils rendent le projet beaucoup plus crédible et labellisable et permettent de convaincre effectivement les décisionnaires. Et donc j'en profite pour remercier ces experts. Hein. Sur ce projet Cryolink, je ne me rappelle plus qui était, mais je pense qu'il y avait Mathis hein, qui était dans le... Il y en a peut-être d'autres dans la salle. Donc merci à eux. C'est aussi un appel à des candidatures. Hein. Rejoignez les hubs, investissez dans les comités de pilotage et devenez experts. On travaille pour les autres, hein, mais ensuite on a le retour. Hein. Quand on présente un projet, on a aussi de bons experts qui viennent aider à améliorer le projet. Donc, ça fait mal au départ, hein, ça secoue. Puis quand on arrive, en fait, on a déjà travaillé énormément parce qu'effectivement les guichets sont très sélectifs et demandent énormément de choses. En fait, presque il faudrait faire le projet avant de faire le projet, avec tout ce qu'ils nous demandent. Donc c'est des fois un peu aberrant, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est quand même l'argent public. Et en fait, on se dit, mais donc on est déjà à fond, donc il ne faut pas qu'ils viennent nous perturber, entre guillemets. Ça perturbe. Après, voilà, on se retrousse les manches et puis on prend les remarques une à une. Et finalement, quand on prend le recul, on se dit que ça a été vraiment très utile. Donc oui, moi j'ai vraiment beaucoup appris sur ce côté-là. On l'a aussi fait avec Minalogic qui a un peu aussi contribué. Voilà, et Alpha RLH, voilà, qui est le pôle hyper, qui a aussi, voilà. Mais bon, c'était vraiment avec Systématique, c'est vraiment aller le plus loin, ce qui nous a permis d'être bien boosté et finalement d'avoir une soutenance qui est vraiment super bien passée, quoi. Voilà. Oui, moi je voudrais revenir sur le fait que vous parliez tout à l'heure, vous vouliez interconnecter 1 million hein, de cubiques. Quelles sont les voies pour réduire ce nombre? Est-ce que ce sont des voies technologiques ou est-ce que ce sont des voies algorithmiques, c'est-à-dire des outils qu'on met dessus? Ça, c'est un super lancement pour vendre Alice et Bob. Alors, merci. Donc, c'est... Pourquoi demander hein. Pourquoi 1 million hein, donc c'est, disons, le calcul de dos d'enveloppe, comme diraient les anglo-saxons. C'est de dire si on veut faire du calcul quantique fault tolerant, les chiffres usuels qu'on va retrouver, c'est de l'ordre d'1 millier de bits quantiques physiques par qubit logique. Ensuite, ceux qui sont allés un peu plus loin se rendent compte que si on veut faire un ensemble de portes universelles sur ces qubits logiques, il faut faire des Magic State Factory, qui, elles, prennent typiquement un facteur 100 de surcoût supplémentaire. Donc on arrive à un budget de l'ordre de 100 000 qubits physiques par élément. Et donc derrière, si on veut, plusieurs dizaines de ces qubits universels logiques, et il va falloir plusieurs millions de qubits physiques. Donc ça, c'est l'ordre de grandeur de physiciens qui regardent ça de loin, mais ce sont des chiffres qu'on va retrouver régulièrement dans la littérature de vulgarisation du défi. Donc nous, comment est-ce qu'on pense réduire ça? On hérite d'une philosophie qui est celle qui a été poussée beaucoup à Yale et par les groupes académiques dont on est issu à Paris, qui est celle de concevoir des qubits hardware efficient. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est prendre un système physique qui a un espace de Hilbert naturellement beaucoup plus grand, donc un ensemble d'états possibles beaucoup plus grand, typiquement les états d'un résonateur micro-ondes, d'un oscillateur harmonique, et d'encoder dedans un bit quantique, mais qui a directement la capacité à faire une partie de la correction d'erreur. Et en ayant une couche native de correction d'erreur dans un seul composant physique, on peut réduire significativement cela. Donc nous, on a démontré dans un préprint sorti en mars dernier qu'on arrivait à supprimer les bit flips, qui sont l'un des deux types d'erreurs des qubits sur 5 ordres de grandeur.
Donc c'est à peu près suffisant pour un certain nombre de cas d'usage qu'on souhaite adresser pour avoir un impact industriel. Mais il reste encore à corriger les phase flips, l'autre type d'erreur, et ça c'est par un code de répétition. Mais puisqu'on a supprimé l'un des types d'erreurs, on va avoir gagné typiquement un facteur 30, donc un facteur racine carrée en fait. Donc on va avoir besoin d'une trentaine de qubits physiques au lieu d'un millier pour l'étape de correction d'erreur. Et donc ça c'est déjà très intéressant, et en plus c'est trop tôt pour le vérifier expérimentalement, mais on a de bonnes raisons de penser qu'on gagne aussi sur la redondance nécessaire pour faire des portes universelles sur ce qubit logique, avoir besoin plutôt d'un facteur de l'ordre de l'unité, alors entre 3 et 6, c'est à débattre, plutôt qu'un facteur 100. Donc ma réponse, c'est un mix, c'est quelque part du software très bas niveau, parce que c'est la façon qu'on a d'encoder, mais à ce stade-là, la distinction entre hardware et software devient un peu floue. Merci beaucoup Théo. Je me permets juste d'orienter la discussion vers un autre projet pour lequel Alice et Bob a aussi bénéficié d'un accompagnement, cette fois-ci par TerraTech et la région Île-de-France au travers du PAC quantique. Est-ce que tu peux dire quelques mots du projet QML4 qui est plus orienté applicatif ? Ouais, donc c'est vraiment un projet textbook PAC, c'est-à-dire ça va être un projet tripartite avec Alice et Bob comme acteurs du hardware, on va avoir l'INRIA comme expert de l'algorithmie quantique et Naval comme utilisateur final et spécificateur du besoin. Et dans le cadre de ce projet, qui a une enveloppe de l'ordre de un peu moins d'1 million d'euros, on se propose... Pardon ? Ouais, voilà, en ordre de grandeur, c'est ça. Donc c'est un projet qui vise à donc, regarder vraiment une estimation précise des ressources, toujours dans cette même philosophie qu'avec Cryolink. C'est vraiment partir du cas d'usage, admettre la violence de détailler tout le calcul jusqu'au nombre de qubits physiques nécessaires. Et de regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut travailler sur ces nombres-là. Donc en l'occurrence, c'est pour des applications, enfin celles qu'on a identifiées initialement au départ de ce projet qui a débuté en septembre, donc qui est tout chaud sorti de la presse. C'est des applications de machine learning quantique. Et dans le cadre de ce projet-là, effectivement, Alice et Bob va venir apporter un modèle de bruit, comme ce que proposait C12 spécifique, et regarder le détail de l'architecture de la partie algorithmique jusqu'à la partie interconnexion entre qubits, compter chacune des portes nécessaires et benchmarker précisément. Oui, j'avais une question technologique sur comment se placent les techno-habilitantes liées à des techno-fibrés, par exemple pour distribuer des fréquences, des horloges, parce que c'est quand même utilisé beaucoup. On l'utilise à Thales sur nos antennes électromagnétiques. C'est quand même compact, c'est pas perturbé par les radiofréquences. Et comment ça s'inscrit dans votre route technologique? Donc c'est une bonne question, c'est ce que Grégory mentionnait. Enfin, c'est une piste qui est explorée, mais qui est absolument pas triviale. Elle arrive avec son lot de défis en elle-même. Et en fait, toute la partie difficile, c'est pas la fibre elle-même, c'est la transduction, enfin la conversion de fréquences. Et donc dans un sens ça se passe bien parce que à la descente on s'en fiche pas mal de l'efficacité quantique. Enfin s'il y a des pertes on envoie plus de patates, c'est pas un problème. À la remontée c'est beaucoup plus compliqué parce qu'à la remontée là on compte nos pourcentages d'efficacité quantique, c'est-à-dire si j'ai un photon qui sort, quelle quantité de ce photon quel pourcentage de ce photon je vais récupérer et amplifier sans rajouter plus de bruit que nécessaire. Et ça, c'est un domaine encore très actif de recherche. Aujourd'hui, qui est lié avec la question des télécoms quantiques, c'est-à-dire que derrière, on se doute bien que si on va vouloir interconnecter des frigos, on sera beaucoup plus à l'aise si on travaille dans l'optique où on peut être dans le noir facilement que dans la gamme RF. Mais il y a encore des vrais progrès de fond à faire sur la partie conversion RF vers optique. On voulait le mettre dans le projet au départ, mais il y avait trop de choses. Donc on s'est vraiment focalisé sur la partie hyperfréquence. Mais oui, c'est clairement un sujet et on le traite déjà un petit peu avec le CEA aussi.
les guides d'onde, c'est aussi une manière un peu de faire un milieu entre l'hyperfréquence et la fibre. Donc oui, puis l'électro-optique et l'hyperfréquence sont toujours assez étroitement liés. Donc oui, c'est clairement un sujet qui va encore bien nous occuper, et qui n'est pas stricto sensu dans le cryolink, mais qui n'est pas du tout non regardé, quoi. Bonjour, ici encore une fois Matthijs de CS Group. Vous avez parlé du bilan thermique dans votre projet. Donc je suppose que vous avez commencé à faire des calculs de l'utilisation énergétique du système. Alors pour lancer la discussion, quel est votre point de vue sur l'utilisation énergétique d'un ordinateur quantique comparé à un ordinateur classique? Est-ce qu'il y a une compétitivité là? Je crois qu'on ne va pas vouloir trop spoiler le talk de cet après-midi. Hein. Je pense qu'il y a un talk dédié cet après-midi sur le sujet. Mais bon, on peut déjà donner quelques ordres de grandeur pour vous mettre l'eau à la bouche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un ordinateur quantique, c'est tout mouillé. Hein, il va consommer de l'ordre de quelques dizaines de kilowatts, plutôt une vingtaine de kilowatts. Pour plusieurs dizaines ou une petite centaine de qubits. Donc c'est en fait assez peu cher en termes de consommation énergétique quand on met en regard avec le comparable pertinent qui est un supercalculateur. Donc on n'est pas du tout au niveau de performance d'un supercalculateur, donc il faut quand même faire attention à ce qu'on raconte, hein, parce qu'on a encore beaucoup plus de qubits à mettre et pas mal d'améliorations sur la qualité des qubits à faire. Mais on a quelques ordres de grandeur de souplesse, disons bien 3 ordres de grandeur avant d'être moins efficace énergétiquement qu'un supercalculateur classique qui va consommer plutôt de l'ordre du mégawatt ou de quelques mégawatts. Et ensuite, il y a un autre élément, c'est une question de comment est-ce que ça scale avec la taille du problème. Et là, ça va vraiment plus être le sujet de cet après-midi, je pense. Merci. Un beau passage de relais pour la présentation d'Olivier cet après-midi. Donc maintenant, on va accueillir la start-up Pascal avec 2 représentants qui sont Christophe Legrand, qui est responsable du business développement, et Louis-Paul Henry, c'est bon, Head of Applications and Hamiltonian Design, qui vont nous faire une présentation des actualités de Pascal et puis des projets partenariaux. Voilà, floor is yours. Merci Sabine. Bonjour à tous, très heureux d'être parmi vous et de pouvoir partager effectivement un peu d'actualité sur Pascal. Après je passe comme ça. Alors la plus actuelle des actualités, et on en est assez fiers, c'est qu'Alain Aspect soit un de nos cofondateurs. Donc effectivement on ne cesse de le répéter et d'être fiers de ça. Donc il n'est pas le seul, hein, puisque Alain Broez est également cofondateur, au même titre que Georges-Olivier Raymond, qui est à San Francisco, à Santa Clara, sur Q2B également, pour donner un talk et représenter un petit peu la France aux États-Unis. Voilà, donc je suis Christophe et je suis en charge du développement commercial en fait, de Pascal. On a une volonté, nous, chez Pascal, très clairement affichée, c'est d'être assez pragmatique et surtout de faire bénéficier de l'écosystème, nos clients, nos partenaires, d'une technologie qui existe déjà. Donc évidemment, on a, comme beaucoup ici, été aidé par un certain nombre de subventions ou d'appels à projets dont on bénéficie encore. Et je remercie ici le GENSI et Yulich pour leur contribution éclairée qui nous ont permis en fait de vendre nos 2 premiers QPU. Donc c'est déjà une vraie reconnaissance du marché, ce qui nous permettra en fait de mettre à disposition ces premières machines d'ici la fin de l'année prochaine. Donc on a commencé à industrialiser justement le développement de ces machines, qui sont basées, et ça ne fera pas l'objet de la présentation de ce matin, mais sur une technologie d'atomes neutres, qu'on pourra éventuellement détailler si vous avez des questions, qui nous permettent aujourd'hui de fournir à l'écosystème une machine de 100 qubits, et qui nous permettra d'ici la fin d'année prochaine de fournir une machine à 1000 qubits.
Et là, nous, on ne parle pas de qubits logiques, mais vraiment d'un mode purement analogue qui nous permet en fait aujourd'hui, et c'est là où peut-être que Pascal se différencie par rapport aux acteurs du quantique aujourd'hui, par une démarche qui nous permet évidemment d'avoir développé des algorithmes, et je laisserai Louis-Paul détailler cette partie-là avec des vrais cas, des retours d'expérience par rapport au projet PAC, évidemment, et puis bien d'autres. Mais voilà, donc qui nous permet aujourd'hui et ça a été l'objet d'un papier qu'on a publié hier avec le Crédit Agricole en partenariat avec Multiverse, qui nous permet non pas encore de clamer haut et fort qu'il y a un vrai avantage quantique, mais en tout cas qu'on arrive à trouver une équivalence entre un processus HPC et un morceau de ce calcul qu'on a fait tourner sur nos machines à Massy. Voilà, donc le papier est sorti hier ou avant-hier. Voilà, donc il est à disposition et en libre accès, évidemment. Alors, pour vous donner quelques éléments plus factuels sur Pascal, donc, on a plus d'une vingtaine de clients répartis un peu partout dans le monde, puisqu'en fait, d'un point de vue développement industriel et commercial, on a fait aussi le pari de très vite aller voir ce qui se passait en dehors de la France et de l'Europe. Donc on a quelqu'un aujourd'hui aux États-Unis, on a quelqu'un au Canada, on a quelqu'un au Moyen-Orient, on pense à ouvrir sur toute la partie Asie autour de Singapour et la Corée du Sud et du Japon, pour ne citer que ces 3 pays. Voilà, donc on se développe également beaucoup à l'international. On bénéficie de 40 ans de recherche et développement. Donc ça, c'est effectivement un vrai accélérateur qui a permis à Pascal aujourd'hui de fournir, de permettre d'utiliser un ordinateur quantique qui existe, qui est à Massy, que vous pouvez venir voir à l'occasion, qui nous a permis aussi, dans un papier qu'on a publié cette année, d'obtenir une barre de 350 qubits, toujours en mode purement analogue, qu'on a expérimenté dans nos laboratoires à Massy, et qui nous permettent d'avoir une vision claire d'un point de vue industriel de comment atteindre la limite des 1000 qubits, qui pour nous devrait être un premier jalon important pour montrer un certain nombre d'avantages. On a passé la barre fatidique des 100 employés également, répartis un petit peu partout, mais avec un gros barycentre en France. Donc on est évidemment très fiers de ça. On en reparlera avec Louis-Paul, mais on a passé la barre également de la vingtaine de brevets qu'on a développé au sein de Pascal. Et aujourd'hui, on a, dans un bon français, une approche dite full stack, qui en fait, pour dire les choses plus simplement, qui est de dire on développe à la fois la machine et on développe l'ensemble des couches logicielles qui vont permettre d'interagir avec la machine, et un certain nombre d'algorithmes qu'on a également brevetés qui vont permettre de répondre à un certain nombre de cas d'usage. Et si j'avais à définir un petit peu la stratégie de Pascal d'un point de vue client ou cas d'usage, j'aime bien le parallèle qui a été fait en introduction sur le HPC, parce qu'en fait, plus le problème est complexe et plus il nous intéresse d'un point de vue algorithmie et d'un point de vue comparaison, puisque si même, on n'a pas encore, comme je vous le disais, atteint ce fameux avantage quantique, mais on commence à voir comment atteindre une équivalence. Et je ne parle pas forcément d'une équivalence en termes de rapidité de calcul, mais ne serait-ce qu'avoir un gain sur l'énergie consommée pour arriver à calculer la même chose que sur une machine qui consommerait des mégawatts, une machine classique qui consommerait des mégawatts. On commence à voir l'intérêt d'une machine quantique telle que celle de Pascal. Pour ça, on a, comme je vous le disais, développé un certain nombre d'étages à cette fusée, qui évidemment est basée pour beaucoup encore en termes de recherche et développement sur l'élaboration et l'industrialisation de la machine en tant que telle. Mais on a aussi beaucoup, et on investit beaucoup d'argent également en recherche et développement sur les applications, sur l'algorithmie. Louis-Paul en étant en charge particulièrement. Ce qui nous permet en fait 2 choses aujourd'hui. C'est de pouvoir répondre à des cas d'usage très concrets qu'on a déjà expérimentés ou qu'on est en train d'expérimenter, et les projets PAC en sont de vrais exemples. 2, et ça arrivera tout début de 2023, on va ouvrir l'accès aux machines Pascal
via les grands fournisseurs de cloud, donc pour ne citer que Amazon, Microsoft et Google. Mais je tiens particulièrement à souligner qu'on est en train de faire la même chose avec OVH, pour des questions de souveraineté évidemment. Donc tout début d'année prochaine, vous aurez la possibilité d'avoir accès à cette fameuse machine qui vous permettra de faire des tests sur 100 qubits réels et concrets. La notion d'écosystème, ça a été évoqué aussi en préambule, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Donc on s'attache à développer cet écosystème à tous les niveaux, que ce soit sur la création de partenariats industriels avec des sociétés comme Multiverse qui nous aident par exemple à accélérer les phases projets ou les implémentations concrètes chez nos clients. Mais on compte aussi bon nombre d'industriels avec qui on travaille. Je pense à Thales, je pense à Safran, je pense à MBDA, je pense à des gens comme Airbus, le CNES, avec qui on collabore aujourd'hui, qui nous permettent d'accélérer également ces fameux cas d'usage et de prouver que le quantique a un certain nombre d'intérêts dans certains domaines d'application, pas partout, et c'est vraiment là où on essaye d'être précis. Je l'ai dit, là, alors pour ceux qui n'ont jamais vu la machine Pascal, vous en avez un exemplaire ici qui s'appelle Fresnel. Voilà, donc la machine en fait qui est issue du prototype qui était encore il n'y a pas très longtemps à l'Institut d'optique, donc pas très loin d'ici. Et on est assez fiers d'avoir réussi à reproduire cette machine-là d'un point de vue industriel, puisque c'est une machine qui, d'un point de vue coût opérationnel énergétique, représente que quelques sèche-cheveux, donc quelques dizaines de watts pour son utilisation, donc ce qui est très peu comparé à ce qu'un HPC aujourd'hui nécessite. L'industrialisation de Pascal passe par l'utilisation de composants qu'on peut trouver, enfin qui sont disponibles sur le marché aujourd'hui, donc principalement des lasers, principalement de l'optique, avec lesquels on est aussi dans des phases de R&D pour améliorer la puissance des lasers, améliorer la qualité des optiques qui sont nécessaires justement pour aller atteindre cette fameuse barrière des 1000 qubits. Mais tout ça est plus un assemblage qu'une vraie recherche en développement par rapport à des complexités qui pourraient naître par ailleurs. J'en finirai par ce slide et qui me permettra de faire la transition avec Louis-Paul sur la partie cas d'usage. Donc on a développé, comme je vous le disais, un certain nombre d'algorithmes avec un certain nombre de brevets à la clé, mais qui nous permettent, grosso modo, aujourd'hui, de schématiser un petit peu l'approche de Pascal d'un point de vue cas d'usage. C'est de se dire, tous les problèmes qui sont modélisables sous forme de graphes sont des potentiels, en tout cas des potentiels candidats à Pascal. Toutes les problématiques liées à la résolution d'équations différentielles partielles, évidemment, qui régissent beaucoup de sujets, beaucoup de problèmes aujourd'hui, tant dans les simulations que dans les espaces par exemple de biotech également. Comme on commercialise un QPU analogique, c'est vrai que le lien avec la physique est très aisé pour nous. Donc Louis-Paul pourra également vous donner quelques exemples de ça. Et puis tous les sujets d'optimisation au sens large. Il y a des choses qui seront évidemment plus intéressantes par rapport à la configuration de notre machine aujourd'hui, mais voilà pour vous donner un aperçu vraiment très macroscopique de là où on peut opérer avec notre écosystème. Louis-Paul, je te laisse la parole pour la transition. Donc oui, comme disait Christophe, avant que je passe à la présentation des projets qu'on a fait en collaboration avec le GENSI et dans le cadre du PAC, je voulais juste rebondir sur ce slide que Christophe était en train de présenter. Vous voyez différents axes d'algorithmes ou différents axes de cas d'usage qu'on a identifiés chez Pascal. Et je tiens à insister sur la première colonne ici, quand vous voyez le graph machine learning, parce qu'on croit fortement chez Pascal, on a très tôt misé sur cette idée que bien sûr, tout le monde vise à l'avenir atteindre le fault tolerant quantum computing, vraiment l'ordinateur universel. Mais très vite, et on a poussé dans cette direction-là, on est convaincu que le premier avantage qui va être trouvé, ça va être sur des algorithmes très spécifiques, pour des applications très spécifiques, et qui vont très certainement être très dépendantes du hardware utilisé. Donc par exemple, nous, avec les Atom Notes, on a identifié quelques types d'applications
qu'on sait être plus facile à implémenter. Donc les deux exemples que je présenterai après seront exactement dans ce cadre-là, mais d'autres plateformes auront d'autres avantages. Et avant que je passe à ce slide, justement, pourquoi je veux mentionner le graph machine learning? Parce que très récemment, la semaine dernière, on a justement publié un très important résultat venant de chez nous. C'est un algorithme de machine learning sur des problématiques de graphes. Et c'est un algorithme qui a été développé en interne chez Pascal et qui a été implémenté sur nos machines et dont les résultats sont vraiment des résultats de calcul quantique et qui montrent qu'on est capable de réaliser avec notre machine des tâches de machine learning de classification au moins de manière au moins équivalente à ce qui est faisable classiquement. Donc avant que voilà. Pour rebondir là-dessus, les trois projets qu'on voulait mentionner aujourd'hui, donc leur petit nom Aquare, Aquaps et AquaDP, vous m'excuserez le barbarisme. Les trois ici, vous voyez, donc, sont en partenariat avec des gros acteurs industriels, donc EDF pour le premier, Thales pour le second et Airbus et Lonera pour le dernier. Et la chose qui est intéressante, c'est que, vous voyez là, le premier... Le projet avec EDF, la problématique, le cas d'usage, le problème métier, c'est un problème d'optimisation du chargement de véhicules électriques. Comment planifier le chargement de véhicules électriques sur une borne donnée. Mais le cœur, l'algorithme derrière qui est utilisé, le but c'est de résoudre ce qui s'appelle le MIS, le Maximal Independent Set. C'est un problème d'optimisation de graphes assez classique, mais il a l'immense avantage d'être naturellement encodé dans notre machine. Donc cette histoire de calcul analogique que Christophe mentionnait précédemment, l'idée c'est vraiment de dire que l'ordinateur quantique est capable de faire des calculs, de résoudre des problèmes, de donner des réponses, sans passer forcément par cette étape de design, de circuit quantique, de découpage en porte logique. Il y a vraiment des choses à faire directement en mode analogique, à la manière où, vous avez peut-être vu passer ces annonces, où des sociétés commencent à regarder à nouveau, à développer des solutions classiques analogiques, notamment pour faire du machine learning en utilisant des puces photoniques qui sont très très bonnes à faire une seule tâche. Et cette tâche, c'est des multiplications de matrices, à la manière que les gens ont commencé à utiliser les GPU pour faire ce genre de tâches. Donc ce problème de trouver le maximal independent set, c'est un problème qui est naturellement encodé dans la machine. Et qu'est-ce que ça veut dire naturellement encodé dans la machine? C'est que trouver le maximal independent set, c'est-à-dire résoudre le problème d'origine, ça revient à minimiser l'énergie dans le système, dans l'ordinateur quantique. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait faire. Il a été question ce matin de recuit ou de quantum annealing. C'est vraiment quelque chose qui est très bien cadré, qui est très bien compris théoriquement. Alors bien sûr, entre la théorie et la pratique, il y a toujours un problème, mais c'est un problème qui est naturellement réalisable, et on a justement mis en place cet algorithme. Pour l'instant, il a été testé et évalué en émulation, et donc c'est justement, comme vous allez voir juste après, la question de quand est-ce qu'on va l'implémenter sur la machine. Le deuxième projet sur lequel je voudrais insister, c'est ce projet Aquaps. C'est encore un problème d'optimisation. C'est quelque chose qui revient souvent quand on parle du calcul quantique, et spécialement à l'ERNISC, c'est souvent des problèmes d'optimisation. Et là, encore une fois, ce n'est pas directement un problème de graphe, mais on peut le comprendre dans un problème de graphe. Et encore une fois, le problème ici, ça s'amène à trouver, encore une fois, réduire l'énergie du système de l'ordinateur quantique, sans avoir à se poser problématique de porte logique et de design de circuit. Et le dernier projet, qui est un peu plus récent et un peu moins avancé que les deux autres, lui est un peu plus, disons, a une vision un peu plus future de résultats, puisque lui, il implique la résolution d'équations différentielles. Et là, on a des solutions internes à Pascal qui, elles, sont encore digitales, encore calcul quantique, tel que les gens ont peut-être plus l'habitude de l'entendre, mais on développe en interne des solutions hybrides qui puissent, analogues, digitales, qui puissent justement combiner les forces des deux approches. L'analogue étant implémentable aujourd'hui et facile à réaliser sur la machine, et le digital étant plus compréhensible théoriquement et plus puissant théoriquement en tout cas à long terme. Et donc je vais insister juste sur les deux projets. Et là, bon, alors, les slides sont volontairement chargés, mais c'est pour essayer un peu de déclencher les questions que vous pourriez avoir. Donc sur ce problème de chargement de véhicules électriques,
Donc pourquoi c'est un problème qui est intéressant pour nous? La problématique métier, c'était si vous avez une borne ou un ensemble de bornes et un ensemble de véhicules à charger, comment vous allez pouvoir planifier de la manière la plus efficace le chargement des véhicules pour que vos bornes ne soient jamais inutilisées et que tous vos véhicules soient chargés. Et donc sans rentrer dans les détails, ce problème peut être très facilement transformé, peut être transformé en un problème sur graphe. Et ce problème sur graphe, ici c'est ce maximal independent set problème que je mentionnais tout à l'heure, qui consiste justement à minimiser sur un graphe l'ensemble. Je vais rentrer dans les détails 2 secondes, excusez pour le passage technique, mais ce problème de maximal independent set, l'idée c'est si vous avez un graphe, la question c'est est-ce que vous pouvez trouver le plus grand ensemble de nœuds dans le graphe qui ne sont pas connectés les uns aux autres. Et dans le cadre du problème d'origine, ça correspond à l'ensemble des événements de chargement qui peuvent se passer simultanément. Et donc ce problème, on l'a publié il y a un peu plus d'1 an déjà, et on a mis en évidence que dans la plupart des cas, les performances attendues sont au moins similaires à ce qu'on peut obtenir classiquement avec les algorithmes existants pour résoudre le même problème. Alors évidemment, c'est sur une version simplifiée du problème. Évidemment, c'est sur une version qui est facilement encodable dans la machine. Mais c'est déjà une première étape et une preuve vraiment que cette approche analogique qui évite ou qui chinte le passage obligé de design de calcul quantique a un avenir et a un potentiel. Et donc la dernière étape qui reste sur ce projet, qui sera faite au début de l'année prochaine, c'est vraiment une implémentation sur la machine. Parce que là aujourd'hui, les benchmarks qu'on a fait, les calibrations qu'on a pu faire, sont forcément sur des problèmes, comme elles ont été faites en émulation sur un ordinateur classique, elles ont été faites pour des systèmes de taille restreinte. Et justement, quelque part, c'est même déjà une indication de l'avantage quantique, parce que ce qu'on va faire tourner sur la machine, c'est des exemples qu'on n'est pas capable de faire tourner classiquement. Donc quelque part, d'une certaine manière, ça sera déjà une réalisation d'un certain avantage quantique. Et le deuxième projet que je voulais mentionner, c'est ce projet qu'on fait avec TRT, avec Thales, qui est aussi un problème d'optimisation, où là l'idée c'est un peu de la même manière où tout à l'heure le but était d'allouer des véhicules à des bornes, ou de planifier des tâches de chargement. Ici, l'idée, c'est d'optimiser des allocations de ressources Alors, un des cas qui avait été mentionné possible d'application, c'est en cas de catastrophe, comment allouer les différentes ressources pour aider à résoudre les différents problèmes qui peuvent être causés, sauver des vies ou apporter des ressources nécessaires. Mais d'un point de vue pragmatique, d'un point de vue pratique, quel est le problème que nous allons chercher à résoudre? C'est ce problème de QUBO, donc Quadratic Unconstrained Binary Optimization Problem. C'est juste, là j'ai mis des belles images, mais pourquoi j'ai mis cette équation-là ici? C'est pas parce que je montrais que c'est technique, c'est juste pour insister sur le fait que, encore une fois, ce problème ici, cette fonction quadratique qu'on cherche à résoudre, qui nous donne la solution au problème d'origine, encore une fois, elle peut directement se mettre en équivalence avec le problème de minimisation de l'énergie du système. Ah, résumé. Ok, pardon. C'est bon, j'ai presque fini. Et du coup, juste la chose que je voulais partager en dernier, c'est juste un résultat sur un exemple sur lequel on a travaillé, où là, vous voyez, c'est le type de choses qui, pour nous, avec lequel on travaille tous les jours, c'est le résultat d'une mesure, parce que vous le savez sûrement, un calcul quantique, ça consiste à envoyer une opération sur l'ordinateur, mesurer le système et répéter cette opération plusieurs fois et regarder ce qui est sorti de la machine. Et là, ce que vous voyez là, cet histogramme, c'est un histogramme de ce qu'on attend à être mesuré par l'ordinateur à la fin du calcul. Et je vous ai représenté ici en vert et en gris les différents types de résultats possibles à la mesure. En vert, c'est les résultats qui correspondent à la solution de notre problème, et en gris, c'est ceux qu'on ne veut pas. Et vous voyez qu'en fait, il y a une très forte probabilité qu'à l'issue du calcul, la machine échantillonne la solution de notre problème, ce qui est vraiment exactement ce qu'on veut. Dans l'idéal, on voudrait qu'il y ait une unique barre verte et qu'on soit sûr qu'à chaque mesure, on ait la solution à notre problème.
Mais là, ici, sur ce problème qui n'est pas trivialement encodable dans la machine, où il a fallu un peu travailler, développer des heuristiques pour le faire, on arrive quand même à atteindre des probabilités de succès, on va dire, raisonnables. Donc celui-là, ce problème-là va durer encore une année, où on va continuer à raffiner un peu le problème pour finalement finir par l'implémenter sur nos machines. Voilà, Alexis, j'arrête.